Bonjour, je suis Julie Guertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur découverte? Alors dans cet épisode, je reçois Marion, kinésithérapeute libérale et également kiné de l'équipe de France de voltige aérienne. Alors juste un petit rappel, il s'agit de la seconde partie de l'interview, donc je peux que t'inviter à écouter d'abord la première partie pour avoir une vision complète de son métier. Et si c'est le cas, alors je te souhaite une très très bonne écoute. N'oublie pas, si l'épisode te plaît, de laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, le partager à ton entourage et également de répondre au questionnaire pour m'aider à mieux vous connaître et aussi améliorer le podcast. Le lien est en commentaire de l'épisode et aussi disponible sur le compte Instagram du podcast, donc Découvre, ose et deviens. Surtout, ça prend 2 minutes, c'est hyper simple, mais c'est hyper utile pour moi, donc s'il vous plaît, si c'est possible pour vous de prendre ces 2 minutes, ça serait super utile. Voilà, merci beaucoup. Allez, c'est parti, très bonne écoute. Et un autre truc, tu vois, c'est que tu disais aussi que chaque patient a un protocole particulier. Tu testes aussi des choses de façon empirique. Tu acquiers en fait des compétences au fur et à mesure, des connaissances au fur et à mesure de ta carrière, quoi. Comment vous les transmettez entre vous? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que il y a une transmission des bonnes pratiques, de ce que vous testez chacun dans votre coin et qui pourrait être utile à d'autres? Alors, soit on est dans un cabinet de groupe et on peut le partager avec, d'autres kinés tout simplement parce que alors ça c'est le top. C'est vrai que d'être dans un cabinet de groupe parce que chacun a ses formations, chacun a ses pratiques, chacun a ses petites croyances aussi, chacun a son intuition aussi voilà, chacun a son domaine de compétences. Soyons clairs, on peut pas être bon partout, hein. On peut pas être bon en traumato, en cardio, en pédiatrie, à un moment ou à un autre, voilà, moi clairement je le dis, moi c'est tout ce qui est neuro, enfin les pathologies chroniques, hémiplégie et cetera. Ça fait 12 ans que j'en ai pas fait. Ouais. J'ai pas fait une formation depuis, je connais plus rien. Honnêtement, complètement. Donc, quand on me demande une prise en charge, je dis tout de suite: écoutez, non, je peux pas, même en dépannage, parce que je suis, c'est trop loin. C'est trop loin. Mais voilà, dans un cabinet de groupe, ça intéressera un autre kiné, voilà, ça c'est le meilleur moyen d'échanger et parfois quand on est bloqué, voilà, qu'on ne sait plus trop comment amener, on ne sait pas comment tu ferais toi et cetera. C'est bien d'échanger comme ça, voilà. Mais en formation, pareil, on est entre 10, 20, ça dépend. On vient de tous horizons, des carrières différentes et pareil, c'est là on échange. Même si on est venu pour un sujet, chacun a fait d'autres formations et ça donne des ouvertures, des envies de tiens, ça marche, ça a essayé, comment faire? Enfin, voilà. OK. Alors, tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait l'exercer en hôpitaux, en libéral. Toi, tu as choisi d'être en libéral. Qu'est-ce qui a, guidé un petit peu ton choix? Et puis après, je voudrais un peu qu'on parle du très concret, quoi. C'est-à-dire, quel est votre statut, tu vois, en tant que kiné libéral? En fait, comme j'étais orientée sport au début, c'était libéral. Il y avait pas de alors, il y a un ou 2 centres, enfin, j'en vois qu'un maintenant, mais il y en aura d'autres, qui sont vraiment centres de rééducation qui sont orientés que sportifs, vraiment que sportifs. Un des plus connus, en tout cas à mon époque, est-ce qu'il est toujours, le plus connu? Il y en a peut-être d'autres, mais c'est, le centre du Cerf, c'est à Capbreton, qui prend que des sportifs. Voilà. Orléans-Capbreton, c'était pas à côté. Et puis, et puis, il faut une certaine expérience aussi. C'est surtout ça, hein, c'est d'arriver comme ça. Il fallait le temps que je fasse ma formation de kiné du sport, que voilà, puisse faire une certaine expérience. Je pense que pour intégrer ce genre de centre, d'avoir suivi des équipes, c'est un plus, chose que je n'avais pas à l'époque. Donc j'ai été pour l'instant au plus simple, j'étais assistante de mon frère qui était déjà installé. Et puis mine de rien, c'est comme ça qu'on fait sa main, qu'on fait Bien ses sûr. envies et voilà, tout simplement. Mmh mh. Donc c'est comme ça que libéral m'est venu, dans le sens, pouvoir suivre des sportifs, d'un point de vue libéral, chose que sinon au centre de rééducation, c'est beaucoup, pathologies chroniques, Ouais. neurologiques, parfois des accidentés de la route qui sont en attente d'acquérir une certaine autonomie pour retourner chez eux. Et quand tu es quand tu es en libéral, tu as quel statut, en fait? Tu es tu es Auto-entrepreneur autonome, ouais, c'est ça. libéral. OK, OK. Bon, et il y a, beaucoup de mythes autour du kiné.
un kiné qui gagne très bien sa vie, c'est un métier qui est en or, pour ça, parce que, tu peux gagner très bien ta vie. Enfin, on entend beaucoup ça. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est un mythe? Voilà. C'est un mythe, faut être là, faut bosser quoi, hein, ça tombe pas tout seul. Ouais. Moi après, sans vouloir me lancer des fleurs, j'ai pas fait ça pour ça, ni pour ce côté confort, et cetera. C'est un confort, moi je trouve que c'est un confort d'avoir un boulot toute sa vie. Après, on n'est pas obligé d'avoir un chiffre d'affaires, super élevé, mais déjà d'avoir un confort et de savoir qu'on va pas être au chômage, le confort il est là, je trouve. Il est déjà là, voilà. Et après le chiffre d'affaires, quelqu'un qui a envie de construire un gros cabinet, bah, pour l'amortir, c'est sûr qu'il va falloir des assistants et il va falloir du rendement. En fonction de la région, construire un gros cabinet au fin fond de la Creuse et à Marseille, c'est pas du tout le même, t'imagines bien, au niveau loyer. Donc là, le rendement, bah, faut l'amortir, quoi. Faut l'amortir. Si on s'achète la super grosse machine à 50 000 euros, faut l'amortir aussi derrière. Donc, entre ça et avoir son petit cabinet et ses patients toutes les demi-heures, voilà, il est là de rendement. Et que tu n'as pas d'assistant, tu es tout seul ou à deux. Comme je suis. Voilà. Faudrait que tu poses la question à des gros cabinets libéraux qui, avec un fonctionnement, on dit à la chaîne, mais c'est pas. Il y en a qui font du très bon boulot. Hein, c'est pas non plus du. Voilà. Mais après, c'est sûr que j'ai un doute, ils peuvent pas tout traiter. Ils peuvent pas tout traiter. C'est une évidence. C'est une évidence. Ouais. Et toi, du coup, tu as une journée type, c'est, combien de patients à peu près? Ça c'est quand même un rythme, dense? La plus grosse journée, là, je fais. Alors, maintenant, maman, deux enfants, hein, j'ai réduit mes horaires forcément, mais en gros, du 9h, 19h, Ouais. avec un patient toutes les demi-heures. Ouais, donc Voilà. c'est énorme. C'est lourd quand même. C'est lourd, c'est lourd. Parfois, c'est physique, parfois, c'est mental. Mmh. Parfois, c'est les deux. Parfois, c'est les deux. Ouais. Mental, gestion de papier, pour plein de choses. Après, quand on dit une demi-heure, c'est qu'on a une demi-heure. Alors, entre un quart d'heure, une demi-heure. Forcément, quand on connaît le patient, ça va plus vite. On n'a plus les mêmes questions à poser, ça dépend. Mais après, c'est le fait qu'il fasse d'autres exercices. C'est-à-dire que la demi-heure, elle n'est pas finie. Quand ça nécessite des exercices, il fait une demi-heure d'exercice, que tu as déjà expliqué les exercices ou que tu surveilles d'un coin de l'œil pendant que tu en as un autre à côté. Parfois, ça ne nécessite pas d'exercice. Bon, bah, c'est la demi-heure, à la prochaine fois. Mais voilà, c'est aussi ça, ça rajoute une petite fatigue entre guillemets mentale, c'est de surveiller, de penser, tiens, t'en as un, tu as donné un exercice, dans 2 minutes, il faudra qu'il change. C'est ça aussi. Enfin, je crois que d'après ce que tu m'avais dit aussi, vous êtes pas du tout dans l'automatisme. C'est-à-dire qu'il y a pas un protocole similaire, parce que chaque pathologie et chaque client va amener un protocole spécifique. Donc du coup, Complètement. tu réinventes à chaque rendez-vous, des exercices différents et donc des rendez-vous différents, quoi. Bien sûr, il y a ça, et puis parfois tu prévois une séance d'exercice, où tu te dis, tiens, la prochaine fois, on va faire ça, et puis il arrive ce jour-là, et ça n'a pas été du tout, il faut reprendre, ou il a mal dormi parce que je ne sais quoi, ou parce que bon, bah, il a pu attraper, il a attrapé le Covid, il a été HS 15 jours, et bah, faut recommencer parce qu'il a pas pu faire d'exo ou choses comme ça, et puis il était fatigué, donc normal, on recommence pas plus progressivement, on revient en arrière, on reprend, et cetera, Ou à la limite, c'est et ce qui cetera. fait un peu la richesse du métier aussi, c'est qu'à chaque fois tu te réinventes, quoi. Oui, C'est ça qui est hyper intéressant, quoi. Ouais. il y a pas de routine. Enfin, en tout cas, alors ça peut être le danger de tomber dans une routine, mais en cherchant bien, non, il y a pas de routine, hein. Ouais, ouais, Faut juste, effectivement, bah, faut que le kiné, faut se remettre en question et bouger, des formations. Ça évite aussi ça, la routine, hein, les formations, bien sûr. ça nous recharge, à bloc. Ouais. Et pour éviter cette routine, justement. Bon, en résumé, c'est un métier. Tu peux faire quand même, 1 000 de spécialités différentes. Tu peux l'exercer dans des lieux différents. Tu apprends toute ta vie. Et chaque patient, est un nouveau challenge à relever, donc avec un protocole qui est spécifique. Donc en gros, c'est pas un métier dans lequel tu t'ennuies, ça c'est sûr. Et en plus, alors moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu, si tu as encore quelques minutes à m'accorder, sur, ton aventure de réserviste, puisque c'est un peu dans ce cadre-là, en fait, qu'on s'est rencontrés. Mais je voudrais que tu nous expliques un peu ton expérience puisque tu as été, kiné en fait, si je ne me trompe pas, donc de l'équipe de voltige, l'équipe de France de voltige. Alors, on va le faire dans l'ordre parce que je suis devenue réserviste Ouais. avant d'être kiné de l'équipe de France de voltige. Je te précise aérienne parce que voltige, ça parle pas à tout le monde. Mais non, mais tu as raison parce qu'on dirait non, ce n'est pas du cirque, hein, on parle d'avion là, hein, on parle,
Non, non, mais en fait, c'est voilà, c'est un peu une déformation, maritale à suivre un mari militaire, que j'ai franchi le pas il y a quelques années de devenir réserviste. Il y avait un côté, casser la routine, sortir de mon cabinet, parce qu'il y a toujours ce petit côté, être un peu sur le terrain, tu vois? Qui que je n'ai pas oublié. Voilà, et c'est venu du jour au lendemain. C'était un lieutenant-colonel à l'époque qui m'avait dit que j'avais eu en rééducation, qui m'avait dit: «Mais tous les militaires viennent à ton cabinet, pourquoi, fais de la réserve, quoi. Ça évitera de» en rigolant, il dit: «Ça évitera de nous déplacer». Il disait un peu ça comme ça. Je savais pas du tout si c'était possible, envisageable, j'en savais rien du tout et en fait sur, la base aérienne où allait être muté mon mari, bah, c'était possible. Donc j'ai lancé le dossier et ça m'a permis de alors après c'est vraiment la carte, c'est un peu comme pompier volontaire, c'est tu donnes des journées Ouais. que tu as. Moi, j'ai pas fait le choix de donner des journées, c'est-à-dire que je prends sur mon temps de cabinet pour y aller. C'est différent. C'est pas je prends pas sur mon temps de repos pas parce que j'ai toujours 2 petits-enfants à gérer aussi. Donc ça a été un choix de trouver un cabinet qui me permette de le faire sur mon temps de cabinet, pour pouvoir y aller toutes les semaines et faire ce travail de réserve sur une base aérienne, Quand tu es réserviste, en fait, c'est combien de jours par an? Et est-ce que quand tu deviens réserviste, c'est, genre des contrats, de 1 an, 2 ans, 10 ans, enfin, tu vois? oui, oui, Ah OK. c'est des contrats que tu renouvelles, c'était 1 an, 2 ans ou 5 ans que tu renouvelles. Minimum, il faut faire 5 jours pour garder ton contrat. Au maximum, c'est 30 jours par an. En fonction de ta spécialité, comme kiné, il y en a pas, peu, et qu'il y a de la demande et que c'est du soin, je pense que je pourrais faire largement plus de d'ailleurs, j'ai un collègue, je le salue d'ailleurs, Vincent, qui est sur Nancy, qui fait beaucoup plus que 30 jours, je pense, que moi. Mais comme il y a de la demande, c'est accordé, on peut renouveler, c'est pas un problème. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui fondamentalement, tu vois, t'a motivé à devenir réserviste? C'est quoi les valeurs ou enfin, voilà, les raisons qui t'ont poussé à signer, quoi? Je pense que, dans un premier temps, purement égoïstement, sortir de mon cabinet, Ouais, c'est ce que purement tu égoïstement. disais tout à l'heure, d'accord. D'aller sur le terrain et de voir d'autres choses. Et dans un deuxième temps, de partager et d'échanger. Que ce soit au sein du service médical, parce que sur toutes les bases, hein, il y a un service médical, donc avec des médecins Ouais. militaires, et qui ne sont pas forcément habitués à travailler avec un kiné ou qui ne savent pas vraiment la rééducation, ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait, etc. Ouais. Et apporter des soins aux militaires. Alors, c'est pas vraiment soins. Vraiment parce que, bah, bon, avant j'étais à Salon de Provence, c'était une petite base. Là maintenant, je suis à Mont-de-Marsan, il y a plus de 3000 personnes. Donc, je peux pas avoir tout le monde dans le cabinet et c'est pas ça le but du tout. C'est vraiment plus d'orienter les gens. Parfois, il y a des consultations que je fais, je les oriente. Je dis: «Bah, est-ce que, voilà, c'est à travers mon petit réseau d'ostéos, d'autres kinés, spécialisés, sages-femmes, pourquoi pas, que je viens de faire un lien entre eux et le monde civil, en fait. Que les militaires, quand ils bougent tout le temps régulièrement, bah, ils étaient suivis par un super bon kiné ou super sage-femme. Hop, on a déménagé, on n'a plus de repères à part son médecin militaire. La plupart du temps, ils n'ont même pas de. Enfin, le médecin traitant et le médecin militaire. Mais parfois, quand ils sont dans un petit bled à côté, bah, il leur faut un médecin traitant, etc. Et leur famille aussi. Leur famille doit refaire leur parcours de soins et dire bah, on connaît personne, vous connaissez, etc. Moi, je trouve que c'est un peu mon travail de les conseiller dans ce sens-là et même d'apporter, d'autres petites adresses, contacts aux médecins militaires, voilà, tout simplement. Voilà, c'est du partage, vraiment ça. D'accord et parce que je sais que c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois, en fait, justement, d'interroger, un réserviste. Donc c'est pour ça que je creuse un peu cette partie-là parce que, je pense que ça répondra et notamment, j'avais eu une invitée, Amandine, qui est tonnelière, qui fabrique les barriques de vin et qui m'avait dit: «J'aimerais bien que tu interroges un réserviste parce que voilà, c'est quelque chose qui m'aurait intéressée», voilà et du coup, tout le monde peut être réserviste, en fait, hein, en gros? On peut tous être réservistes, Tant que alors moi je suis réserviste pour le service de santé des armées. Ouais, On peut être c'est-à-dire c'est de la réserve opérationnelle. Après, il peut y avoir de la réserve citoyenne. Ça, c'est autre chose. Ça change. OK. Là, j'avoue que Tu connais moins? je connais moins. Moi, je connais le penchant réserviste opérationnel pour le service de santé des armées. On reste dans le soin. Tant qu'il y a un apport de soins autres qui est apporté,
j'ai envie de dire oui. Alors bien sûr, il faut l'accord, bien sûr, hein, mais une infirmière, surtout en ce moment avec les K1, une infirmière qui est libérale, qui a envie de devenir réserviste, elle sera la bienvenue. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Ça peut être très bien un psychologue, ça peut être, je sais pas, une sage-femme qui donne son temps et qui vient faire quelques heures sur. Ça peut, au niveau du soin, je vois pas un médecin civil retraité ou qui prend sa retraite un petit peu avant, ou qui veut donner du temps, il peut très bien devenir médecin réserviste sur une base aérienne. Il n'y a aucun souci. Après, c'est une démarche qui est un peu autre. Moi, ça ne me change pas du tout mon boulot. Je suis dans le soin, je suis dans la rééducation. J'apporte un peu plus de conseils ponctuels parce que les militaires, faut aller vite, vite. Qu'est-ce que je peux faire? Je pars en OPEX dans 2 jours. Comment je peux faire, quoi? C'est plus ça que je n'ai pas au cabinet, bien sûr. Mais voilà, un médecin civil lambda qui veut faire, c'est tout à fait jouable, hein. Il n'y a aucun problème, hein. Ouais, et je crois que comme il y a beaucoup de besoins, je crois qu'il y a plutôt un Oui, message à lancer, que c'est une expérience en fait qui est quand même super enrichissante, qui permet un peu de renouveler finalement dans ton activité de quotidienne civile quoi, finalement. C'est ce que je comprends de ce que tu dis, hein. exactement. Bon alors est-ce que tu peux nous parler maintenant de l'équipe de voltige, donc aérienne évidemment? Heu, Comment ça marche? Qui ils sont? Tu vois? Qu'on comprenne un peu, parce que attends, pourquoi je te demande ça? C'est parce que quand tu m'as expliqué techniquement ce qui se prenait, comme G dans, en plus 10 G, moins 10 G, mais tu vas nous réexpliquer tout ça. Moi, j'ai compris que c'était pas juste le petit coucou qui faisait des virages, quoi. J'ai compris que c'était beaucoup, beaucoup plus technique que ce que j'imaginais. Parce qu'autant je crois que j'avais une certaine image de la patrouille de France, autant l'équipe de France de voltige, je crois que je maîtrisais pas et je prenais ça un peu, à la légère, on va dire. Voilà, et je n'aimerais pas du tout être dans un avion qui fait de la voltige. Après que tu m'aies décrit, hors de question que je monte. Alors, comme tu as dit, en fait, j'ai connu, moi c'est pareil, 5 ans en arrière, hein, la médecine aéronautique, j'y connaissais absolument rien du tout. Donc, c'est là où je suis devenue réserviste et où il y a l'équipe de voltige de l'armée de l'air, donc qui est sur la base de Salon-de-Provence, qui m'a approché un petit peu pour dans le sens où le commandant de l'unité qui m'a approché pour dire écoute, tu es sur base, on aimerait bien que tu nous suives un petit peu plus régulièrement. Voilà, parce que alors je ne savais absolument moi-même, hein, j'ai bûché de mon côté, j'ai pris des manuels de médecine aéronautique pour voir un petit peu ce qui se passait. Et puis à leur contact, j'ai rapidement aussi vu et leur contact, leur partage et leur retour ce qui se passait, voilà, tout simplement. Et donc voilà, il y a pour distinguer les deux, donc il y a 5 pilotes dans cette unité qui est à Salon-de-Provence. Donc il y a un petit peu, on dit la petite sœur de la patrouille de France, hein, voilà, qui sont tous les deux sur cette base-là. Et il y a 3 pilotes militaires qui font partie de l'équipe de France de voltige aérienne. Voilà, donc c'est 2 équipes différentes. Voilà. Donc j'ai, dans un premier temps, suivi l'équipe militaire et ensuite, ça fait 2 ans que j'ai intégré cette équipe de France. Et voilà, la discipline reste la même, ça reste de la voltige aérienne, donc comme je te disais, avec des figures acrobatiques dans le ciel, avec un programme. Voilà, il y a des programmes connus, c'est ça, comme ça que les compétitions se déroulent. Il y a des programmes connus, des programmes inconnus, où ils se prennent, voilà, l'avion, pour faire simple, l'avion, c'est des Extra 330 qui sont faits, on appelle ça un peu la Formule 1 des airs, et elle est faite pour aller à plus 10 G et moins 10 G. Tout simplement, tu prends 10 fois ton poids de corps. Et en moins, c'est l'inverse. Tu prends des G négatifs. Je te rassure, ils ne prennent pas ça à chaque fois qu'ils s'entraînent. Ouais. Non, non. Déjà, c'est très progressif dans leur parcours, dans leur carrière. Ils prennent des G. Alors, les G positifs sont un peu plus faciles à subir. Dixit, hein, je ne suis pas pilote. J'ai eu de la chance de voler. Chacun a ses sensations. Mais voilà, je ne suis pas pilote. Mais ce qu'ils ont le plus de mal, en tout cas, c'est pas une sensation, c'est pour l'organisme. Quand on prend des G négatifs, c'est-à-dire qu'on a tout le sang qui arrive dans la boîte crânienne, ça se fait progressivement. On ne prend pas moins 10, non, non, du tout. Voilà, déjà, quand c'est moins 3, c'est déjà pas mal, quoi. Voilà. Donc, si tu vas essayer un vol, ne t'inquiète pas, ils vont pas te faire connaître les G négatifs tout de suite. Alors, c'est pas le premier truc que je demanderais parce que comme j'aime pas trop l'avion, si tu veux, c'est pas la donc toi, tu as volé, tu as fait les essais, remarque ça doit être super intéressant quand même pour te rendre compte quand même un peu de ce qu'ils subissent à une petite échelle, non? Ouais, ouais, non, je te cache pas que c'est pour se rendre compte, il n'y a rien de mieux hein, Ouais. que le terrain.
certitude. Après, voilà, pour que les gens se rendent compte, pour ceux qui ne sont pas trop initiés à ça, c'est voilà, les jets positifs. En gros, le sang va dans les jambes. Mm. Voilà. Comme une centrifuge, Ouais. si tu veux. D'ailleurs, comme ça que les pilotes militaires s'entraînent au niveau des centrifugeuses. Quand ils sont élèves, ils apprennent à subir, entre guillemets, à en tout cas pratiquer de la respiration pour ne pas subir ces jets. Voilà. Les réduire, pas les annuler, mais les réduire en tout cas, avoir une sensation de moindre. Et quand c'est les jets négatifs, c'est l'inverse. Le sang va vers le cerveau. Ils n'ont pas de pantalon anti-jet, contrairement à la patrouille de France ou à d'autres pilotes de l'armée de l'air, où ils sont branchés sur un système où ils ont un pantalon anti-jet qui leur fait gagner 1 à 2 G, c'est fonction. D'accord. C'est-à-dire que voilà, même si l'avion subit 6 G par exemple, eux ils vont subir un petit peu moindre. Ils ont aussi depuis tout élève pilote leur corps s'est adapté aussi à ces G, mais ils ont aussi la respiration qu'il faut pour moins subir. Donc ça, c'est pas c'est sécuritaire, je veux dire. C'est ça que je veux te dire à ce point de vue-là. Merci de me rassurer. Bon, je compte pas du tout devenir pilote. Mais alors du coup, comme tu as l'air de beaucoup parler de respiration, quelle est ta mission d'accompagnement en fait? Est-ce que tu es là pour le curatif en cas de problème ou est-ce que tu es là pour améliorer leur performance? Les 2. Quand j'étais à Salon de Provence, je les suivais plus régulièrement, c'est-à-dire, en saison hivernale, là où ils préparent leur saison estivale. Donc là, j'étais plus sur du préventif. Ils savent s'autogérer les pilotes quand même. Ils savent quand est-ce qu'ils sentent, ça va mal ou pas et cetera. Ils sont un peu plus fatigués, voilà. Ils savent. Donc on travaillait plus des questionnements de préventif. Ouais. Par contre, quand ils sont en stage équipe de France, ils font 2 vols par jour, ce qui est quand même assez intense, surtout il y a des pilotes qui volent pas forcément autant que les militaires, c'est-à-dire, il y a des contrôleurs aériens, il y a des pilotes de ligne, il y a des instructeurs en aéroclub, donc ils font pas forcément de la voltige toute l'année et parfois quand ils reviennent en stage d'équipe de France, ils n'ont pas volé depuis un petit bout de temps. Ouais. Donc là, faire 2 vols par jour pendant la semaine de stage, ouais, c'est assez niveau cervical, coude, etc. Donc là, ils sont bien contents, on va dire, d'avoir la kiné. Pour un petit peu plus, là, je suis purement dans le curatif et dans la récup. Après, si, passer quelques stages, si on voit que ça, en fonction de la saison, on peut travailler quelques points de fragilité, mais c'est des pilotes que je vois pas toute l'année. Donc, je leur dis quelques points. Il y en a certains que j'ai mis au yoga dans le sens postural pour la respiration parce qu'ils ont énormément de contraintes sur le diaphragme dues à la prise de G. Et ça, vraiment, tout ce qui est respiration, ouverture du thorax pour de l'amplitude, là, je les ai initiés. Après, on peut forcer personne, bien sûr, mais je les ai initiés, mais en tout cas, je leur travaille énormément de ce côté-là, côté respiration et au niveau du diaphragme. Et justement, là, par rapport à la gestion de la cage thoracique, et cetera, je crois que tu t'intéresses tout le monde de l'apnée. J'imagine que ça doit être une sacrée source d'inspiration. Forcément, j'imagine Oui. que tu fais des parallèles et que ce qu'eux utilisent comme technique, doit être hyper utile pour ces pilotes, non? Ouais. Tu as mis un petit point sur ma curiosité, mes intuitions. C'est-à-dire que les milieux extrêmes, depuis quelques années, j'ai toujours adoré ça. Que ce soit l'espace, c'est comme ça que j'ai connu Laura et que je te remercie d'avoir fait un podcast sur elle, c'est top. Mais voilà, il y a aussi bien le côté aéronautique aussi, c'est quand même assez extrême, on vient de le voir avec ce que je t'ai raconté. Mais voilà, que ce soit aussi bien les explorateurs, leur préparation mentale, les choses comme ça. Et les apnéistes, c'est un autre monde à part aussi que, écoute, c'était il y a 4 ans, je suis tombée sur un livre, tout simplement de Guillaume Néry, celui le plus connu. Et puis après, j'ai fait des petites recherches moi-même. Écoute, à force de lire des bouquins, je lis énormément de bouquins d'athlètes, etc. Et puis il n'y a pas que... Enfin, je veux dire, forcément, il n'y a pas que moi qui ai eu l'intuition, mais il y a beaucoup de... C'est-à-dire qu'en Formule 1, en MotoGP, choses comme ça, parce que c'est des athlètes qui sont en hypoxie aussi un petit peu et qu'il faut qu'ils travaillent la respiration. Et ils ont été voir aussi côté apnéiste ce qui se passait. Et moi, tout de suite, j'ai fait le parallèle avec le diaphragme des voltigeurs, des aviateurs aussi au sens large. On peut extrapoler, même si c'est quand même les voltigeurs qui se prennent dans leur carrière le plus de nombre de G, ça c'est clair. Mais parce qu'il y a une compression de la cage thoracique, due aux prises de G.
Mais en apnée, quand ils vont dans les profondeurs, pareil, hein, il y a une compression au niveau de la cage thoracique qui fait qu'ils connaissent les apnéistes, ils connaissent leur anatomie, la respiration, ils se mettent au yoga. Enfin, c'est de l'auto-recherche et ils ont une préparation mentale qui est juste dingue. Et il y a vraiment des choses à aller chercher chez eux. Ne serait-ce que de faire une initiation en apnée, déjà, au niveau personnellement, ça remet beaucoup de choses en. On dit, ah ouais, quand même, quoi. On se dit, de faire le vide mentalement pour garder du souffle, de se laisser leur lâcher prise au niveau musculaire et tout, c'est quelque chose d'énorme. Et il y a beaucoup de parallèles à faire avec notre vie de tous les jours, hein, d'aller chercher. Donc voilà, c'était une petite initiation. Il y a 1 ou 2 pilotes qui sont intéressés par ça. Donc moi, j'ai les aiguilles plus ou moins dans le sens, voilà. Et puis j'ai eu de la chance de rencontrer des apnéistes où j'ai pu échanger aussi. Donc cet échange entre divers mondes, c'est juste, pour moi, c'est la petite intuition pour mieux aller chercher des informations. Je crois qu'en fait, aller, puiser, des connaissances dans d'autres disciplines, tu vois, j'ai interrogé, des entraîneurs, alors un préparateur mental et un entraîneur de sportifs de haut niveau, notamment, en l'occurrence de gymnastique, artistique. Mais ils m'expliquent tous qu'en fait, ils essayent de décomposer le mouvement ou la tu vois, la nécessité du sport en question et de se dire: «Bah, bon, bah, voilà, pour le sprint, en fait, il y a le démarrage, qui est hyper important» et puis il y a voilà et donc à chaque fois, ils décomposent et quand ils décomposent, en fait, ils vont aller chercher quelle est la discipline sportive qui, utilise le plus la perfection dans ce mouvement-là. Par exemple, de démarrage ou de précision et cetera ou de blocage de la respiration et ils vont aller chercher chez les autres exactement, l'expertise. Donc comme exactement ce que tu as fait, pour les apnéistes, en fait. C'est tout à fait ça. Il faut aller chercher. On a une fragilité quelque part, Ouais. il faut aller chercher. Faut aller chercher, elle tombera pas du ciel de toute façon la solution. Il faut aller chercher ce qui se passe ailleurs dans d'autres disciplines, dans d'autres. Faut être curieux, faut être curieux. Et maintenant, avec les livres, les bouquins des athlètes, des choses comme ça, des podcasts que tu fais, non, le boom des podcasts, mais c'est génial parce qu'on interviewe un athlète. Alors c'est même pas une interview, c'est on le laisse parler, c'est ça. Et en fait, c'est beaucoup mieux qu'une interview parce que il va dire ses secrets tout seul en fait. C'est juste, c'est ça qui est chouette en fait. Ouais, tu m'as Donc dit que tu c'est étais une top. grosse fan du podcast, Extraterrien. Oui, c'est d'ailleurs son premier podcast, il a interviewé un Ouais. apnéiste. Il a interviewé Arthur Guérin-Boéry, qui est en train de préparer un record du monde, d'ailleurs sous glace en ce moment. Et c'est comme ça, j'étais dans mes recherches d'apnée en fait. Ouais. Et je suis tombée sur son podcast, j'ai dit oh top, trop bien. Le corps, il est tellement infini que t'as pas le temps de tout étudier. Il faut que tu ailles voir les experts qui parlent de ce qu'ils ont déjà essayé. De toute façon, pour gagner du temps, t'as pas le choix. Voilà, donc moi, je sais que j'aime pas être dans un seul domaine et ouvrir le champ des possibles. Alors, ne serait-ce que parce que, voilà, comme je suis une équipe, ils ont des demandes et il faut que je sois là pour leur répondre aussi. Mmh. Après, c'est une passion, donc c'est pas bien compliqué pour moi de chercher aussi, forcément. Donc, mais c'est ça qui est top, cet échange de partage-là avec Internet et les livres et tout ça. Qu'est-ce que ça t'apporte, tu vois, cette expérience? Qu'est-ce que tu en retires dans l'exercice de ton métier en libéral, en fait? Alors, c'est sûr que je n'ai pas au quotidien, j'ai pas des personnes qui cherchent à performer dans une équipe de France, ça c'est sûr. Mais il y en a qui veulent s'en sortir et performer pour eux. Voilà, faut le voir ça dans ce sens-là. Si en discutant, on peut leur apporter des petites idées, pourquoi pas? Voilà, après, c'est pas mon domaine du tout, mais je sais que ça a apporté quelques fruits pour certains, donc tant mieux. En tout cas, je préfère ça que dire je ne sais pas. Après, si je sais pas, je sais pas. Je le dis, je le dis clairement, je tourne pas en rond. J'aime pas perdre du temps et faire perdre du temps aux gens, ça Ouais. c'est sûr. Si je vais pas dire si je peux rien pour eux, mais s'ils prennent un chemin où je peux pas les aider, bon bah d'autres kinés les aideront mieux que moi. Mmh mh. Voilà, il y a pas de souci. Chacun, on se complète tous, donc Ouais, ouais. voilà. Bon alors avant d'arriver à la conclusion, en fait, après 12 ans d'exercice, c'est quoi ta vision du corps? Ouh, quelle question! Ouais et quel message plutôt tu as envie de nous transmettre justement, nous, le commun des mortels qui n'avons pas conscience? Ah, il est mortel ce corps, c'est le cas de le dire. Ouais, ça je confirme. Il est mortel ce corps, il est infini, il est complexe. Parfois, j'ai envie de dire, heureusement peut-être qu'on ne sait pas tout parce qu'on n'oserait plus bouger tellement, Ouais. on se demande, comment ça se passe à l'intérieur.
comme tu dis, c'est tellement différent d'un patient à l'autre, voilà, il y a pas, c'est un tout, c'est un tout. Moi, j'ai appris que forcément, en tant que kiné, on voit que le côté, biomécanique de la chose. Il y a tellement d'autres côtés à côté, qui n'est pas de la ressort de la kiné, mais le cerveau, tu parlais d'un préparateur mental tout à l'heure, il est puissant le cerveau, hein. Il est très, très puissant, hein. On peut faire plein de choses avec, hein. On peut très bien s'en sortir même, je pense, qu'avec lui parce que c'est le chef d'orchestre, hein. C'est le chef d'orchestre. Donc ça passe par là quand même, hein. Avant nos petits muscles et nos articulations, il y a quand même un super chef d'orchestre, et le cerveau, il est quand même magique ce cerveau. Il faut en prendre soin. Ouais, c'est clair. Donc en prendre soin, quoi, ça c'est sûr. Hem et pourquoi tu choisis ou qu'est-ce qui te plaît dans le fait de faire un podcast, tu vois, de répondre aux questions? C'est quoi derrière ton intention, en fait? Bah, écoute, c'est un peu ce que je fais, en tant que réserviste et même, kiné tout simplement. Si ça peut aider, des personnes à avoir connaissance, prise de conscience de la kiné autrement, de «s'accrocher» entre guillemets parce qu'il y a plein d'autres méthodes, faut pas baisser les bras. Mmh. Heu un kiné qui vous a pas convenu, il y en aura d'autres. On a tous nos spécialités, même ostéo, hein, pareil, hein. Enfin, on a toutes nos spécialités, différentes. Après, il faut être curieux. Il faut être curieux et pas se fermer les portes. C'est vrai qu'on a tous des croyances au niveau de la santé. Notre sécurité sociale est curative. Non, il faut essayer d'aller chercher dans la prévention Mmh. et voir ce qu'on peut faire. Mais bon, c'est sociétal, hein. C'est pas trop notre société de voir le préventif, hein. Malheureusement. On le voit un peu pour nos enfants, mais pour nous, après on n'y pense plus, quoi. Donc c'est ça, donc si ça peut partager, des petites informations de ce point de vue-là, maintenant avec on a des influenceurs kinés maintenant, ce qui est majeur mouvement. Mais c'est Des exactement ce que j'allais te parler de lui effectivement, qui a une chaîne YouTube, qui cartonne. Et qui explique, enfin et j'ai vu deux trois vidéos qui expliquent quand même super bien, hein, qui vulgarisent et qui permettent de rendre le métier hyper accessible. Exactement, c'est ça qu'il fallait. Ça, alors je dis pas que ça nous manquait ou quoi, mais en tout cas, il le fait très bien. Il est très communicatif et cetera. Si on peut avoir 2-3 kinés comme ça qui vulgarisent de la manière dont il fait, je t'avoue que je suis pas trop. Moi, les podcasts que je suis, c'est hors kiné, c'est autre chose. Ouais, tu veux C'est élargir. plus des athlètes, des choses comme ça. Voilà, j'élargis, donc j'écoute pas ce qu'il dit. J'ai vu une vidéo de la manière dont il explique et cetera. Non, il est calé, c'est pas un Ouais. problème et s'il était pas, il le ferait pas de toute façon et ça marcherait pas. Ça marcherait pas. Donc le fait de vulgariser, c'est ce qu'on fait en cabinet, hein, quand on est pédagogue et qu'on veut expliquer un exercice, on vulgarise toute la journée en fait, hein. Ouais. Et on fait des images en fait. On ne parle pas en anatomie parce que les gens rapidement, voilà, c'est ça, c'est notre quotidien. Quelqu'un qui vient de se faire opérer, «Alors, qu'est-ce que vous êtes fait opérer?» «Du genou». «Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait le chirurgien?» Bah, et quand on creuse, bah, en fait, le patient, il sait pas trop. Donc faut qu'on reprenne en fait et qu'on vulgarise au maximum et qu'on fasse simple. Plus c'est simple, plus les gens voient et plus ils accrochent parce qu'ils ont compris. Voilà, ça c'est l'importance de ça, c'est de comprendre mais en vulgarisant. Si c'est trop compliqué, ça va pas loin et à chaque fois, à chaque séance, il faudra redire et on n'avance pas en fait. Donc il y a un rôle hyper pédagogue et éducatif quoi, hein. Ouais, ça faut, rééducation. Dans tous les termes. Rééduquer. Dans tous les sens. OK, OK. Bon écoute, je pense que j'ai fait le tour de toutes mes questions. On en arrive à la série des petites questions mitraillettes. Est-ce que, tu as pour conclure une anecdote, qu'elle soit drôle, insolite, émouvante, enfin bref, quelque chose qui t'a marqué dans le cadre de l'exercice de ton métier? Écoute, mon papa est podologue. Il m'a toujours dit de tenir un petit carnet pour noter ces petites anecdotes-là parce qu'après on s'en souvient plus Ah génial! et beh, il a raison et j'ai jamais noté ce carnet. Ah J'ai non! jamais Comment tu m'as fait le teasing là, j'ai cru que tu allais me mais sortir le il a carnet. il a il a, non, il a raison parce que c'est vrai qu'on oublie rapidement parce qu'on voit tellement de monde qu'on oublie. Après, il y a des visages qui marquent, c'est sûr. Moi, ce que j'ai bien aimé, alors c'était plutôt, au début de mes premières années, c'est, on a toujours la petit papy, le petite mamie senior qui nous raconte des anecdotes d'après-guerre extraordinaires, d'avant ou d'après-guerre même, ou des choses complètement incroyables et que là, ça nous fait relativiser sur notre vie, ça nous calme direct. Voilà, des choses comme ça. Ouais, ouais. Voilà, c'est plus des histoires comme ça de vie, de patients
qui sont juste qui ont vécu une et mille souffrances dans leur vie et que là, d'un coup, ça nous calme, ça nous ramène à la réalité où juste, bon, bah, OK, ça va. Si j'ai 5 minutes de retard, c'est pas grave, quoi. D'un coup, ça calme. C'est des anecdotes comme ça de gens, parce que, voilà, plus on discute, on voit énormément de gens au quotidien et ils ont tous leurs petites histoires, anecdotes sympathiques et on les repère à ça. C'est Voilà, marrant ce que tu dis parce qu'une des interviews que j'ai vues d'une, kiné, elle expliquait que ce qui pouvait être dur, c'est que, oui, vous manipulez pas, des machines, vous manipulez des hommes et donc vous pouvez aussi, emmagasiner, de leur stress aussi, en fait. C'est qu'ils arrivent oui, avec tous leurs problèmes et qu'elle disait que ça parfois ça pouvait être mentalement compliqué à gérer, en oui. fait, hein. Oui, non, oui, oui, ça c'est vrai. Il faut savoir le gérer, ça fait partie un peu de la fatigue mentale qu'on peut Ouais. avoir, de fin de Et selon toi, quelles sont les qualités, tu vois, qui sont nécessaires pour être un bon kiné? qualité, écoute, être à l'écoute, hein, aimer le contact humain, être bon pédagogue. Ça sinon, on n'avance pas vite, hein, voilà. Mmh. Ça c'est selon moi, hein, selon moi les qualités. Un côté d'organisation par rapport à ce que je te dis, la gestion du cabinet, de la gestion du patient qui fait son exercice pendant que le téléphone sonne et que faut, un tel vient chercher sa carte vitale ou l'ordonnance qu'il a oubliée ou la radio qu'il lui faut ou choses comme ça. Voilà, ou il me faut un rendez-vous tout de suite, enfin voilà, c'est cette gestion-là, donc je pense qu'il faut de l'organisation. Alors s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui veulent exercer ce métier, tu leur donnerais quoi comme conseil? Alors je donnerais des conseils à eux, mais aussi à leurs parents. Ah ben vas-y, on est preneurs. Surtout n'hésite pas. Pas forcément, parce que alors ceux qui me posent beaucoup la question au cabinet, c'est les parents. Comment vous avez fait? Ah ouais? J'ai pas parce que ce sont que les parents que je soigne, c'est pas Oui, les remarque ceci enfants. dit, c'est pas bête, oui. Non, attends, mais pour être parent d'ado, c'est aussi, je t'avoue, que parce que c'est les parents qui se posent d'abord la question parce qu'ils sont plus C'est ça. stressés que leurs gamins sur leur avenir, parce qu'eux, ils voient Parcoursup arriver et qu'ils se disent: «Mais comment on va faire?» Et donc je t'assure qu'on est stressés bien avant eux, hein, mais alors vraiment largement bien avant eux, hein. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils te posent la question aussi, hein. Mais ce qui est légitime, hein, on verra quand mes enfants sont plus Ouais, grands. c'est ça, on en reparle, hein. Non, après c'était une réflexion que j'ai eue plusieurs fois qu'ils m'ont posée. Ils m'ont dit: «Mais comment vous avez fait?» Et après ils me demandent: «Mais vous êtes reconnu bac plus combien?» Alors je dis: «Je vous rassure, bac plus combien en libéral, ça sert à rien, de toute façon. Ça sert à rien». Maintenant, on est niveau master depuis, je te dis depuis 3 mois pour les nouveaux diplômés Sortir. qui vont en sortir. Mais voilà, en libéral, ça ne sert à rien. Mais ils sont quand même dans le côté, «Ah oui, mais vous faites un an de plus comme ça pour rien», entre guillemets. Parce que je leur avais dit: «Moi, j'ai eu 2 ans à faire mon concours kiné, j'ai mis 2 ans à l'avoir. Et s'il en fallait 3 ans, j'aurais mis 3. S'il fallait 4 ans, j'aurais mis 4 parce que c'est ça que je voulais faire». J'ai envie de dire, quand on a un métier, on a du boulot derrière toute sa vie, on n'est plus à un an près, quoi. C'est plutôt ça. Ouais, bien Alors sûr. tu en ont arrêté, allez, bah, dis: «Bah non, bah, s'il arrive pas là, il va faire ostéo», être pressé. Dans ma promo, on était 90, la moyenne d'âge, ça allait de 18 ans à 29 ans. Ah, c'est marrant, donc il y avait des reconversions aussi, hein, du coup? Il y a des recrutements, il y en a qui ont fait STAPS, il y en a qui ont fait bio, qui ont tout arrêté, qui ont refait médecine. Il y avait des infirmiers qui avaient arrêté, qui voulaient faire kiné. C'était voilà. Et plus globalement, moi, j'aime bien finir par cette question-là de, comment enfin, quel bon conseil, toi, tu as reçu en termes d'orientation? Là, je parle au-delà même des gens qui voudraient faire kiné, hein. Là, je parle de tout métier, possible et voilà. Quel bon conseil, toi, tu aurais envie de transmettre? D'ailleurs, peut-être que tu auras envie de transmettre à tes enfants aussi, tu vois, en termes d'orientation? De l'intuition, je verrais que ça. Là, comme ça, là, Ouais, je faudrait que je me replonge des années en arrière. Heu, non, de l'intuition. c'est-à-dire J'ai suivre pas son intuition, quoi, suivre ce qui te c'est ça? ouais, Mmh. oui. Ouais, ouais, c'est tu as écouté un peu ce que tu voulais faire et dans quel cadre tu voulais exercer ton métier, quoi. OK, génial. Bon, un grand merci Marion, de t'être prêtée à cet exercice qui, pour être une fois passé derrière le micro, c'est pas facile, donc je te remercie. Avant de se quitter, dernier défi, tu sais, j'aime bien, ce passage de relais et de demander à mes invités de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Est-ce que tu as pu y réfléchir? Alors, je vais te parler hors santé et dans la santé. Ouais, ça marche. Non, hors santé, enfin hors santé, c'est plus côté, on va dire, sportif et performance. Non, bah, on parlait des apnéistes, hein. Ça, si tu peux aller,
à chercher. Oh, quoi que j'ai quelques contacts qui pourraient t'intéresser, on sait Ça, jamais. c'est cool, ça. Et les apnéistes, non, c'est chouette de les entendre parler et de voir comment ils s'y sont mis. Et rien que de lire le livre de Guillaume Néry, tu te dis, à 14 ans, il s'est mis à ça et puis comment il a performé, c'est juste, c'est super sympa. Moi, j'aime beaucoup lire ce genre de récits. Des explorateurs aussi, j'aime bien, puis il y a de la prépa physique, de la prépa mentale, comment ils rêvent ça depuis tout petit, enfin je trouve ça top, je trouve ça génial. Après, non, au niveau, santé, alors je sais que là, je ne vais pas du tout plaire à certains kinés qui sont très cartésiens, très, voilà, mais j'ai quand même eu la chance de pouvoir travailler avec des praticiens en médecine chinoise, donc Ouais. c'est-à-dire des acupuncteurs et d'aller voir ce qui se passe dans leur médecine à eux, je trouve ça assez sympa et je pense que Intéressant ce que tu ça dis parce qu'effectivement dans les vidéos que j'ai vues, j'ai vu plusieurs kinés qui effectivement disaient, par contre, pas du tout, je suis un peu genre réticent à l'acupuncture. Donc je sens que ça fait débat et ça peut être d'ailleurs super intéressant d'aller en interroger un. il y a énormément de débats au niveau des kinés. On est vraiment scindés en 2 entre ceux où il faut les bases scientifiques, Ouais. et ceux où qui jouent, un peu à l'intuition, un peu comme moi. Mais attention, il y a 12 ans en arrière, j'étais de l'autre côté, j'étais Ouais, de l'autre ouais, côté de ouais. la vaisselle. Mais c'est avec l'expérience en voyant et puis tout simplement, j'ai changé de cabinet régulièrement, comme tu l'as compris, en déménageant souvent. Donc j'ai eu accès à plein de praticiens dans des cabinets différents où j'ai vu des acupuncteurs travailler et quand on se renseigne et qu'on apprend auprès d'eux, c'est plus simple, quoi. C'est plus simple à se laisser convaincre, à tester, à tester et parfois, quand on est dans l'impasse ou quelque chose, pourquoi pas? Voilà et ça a marché pour beaucoup de patients, donc pourquoi pas? Non mais c'est Après ça super vient de la intéressant. voilà, c'est de la croyance du patient, c'est pas la croyance du kiné, c'est la croyance du patient avant tout, donc voilà. Mais en fait, eux, ils vont chercher, dans le préventif, c'est, toutes les médecines du monde se vaut, c'est juste que, voilà, on n'est pas le centre de l'univers, c'est juste qu'il faut savoir aller chercher les ficelles. Un peu partout, un peu de prévention, un peu de ci, un peu de ça, un peu Ouais, puis je de je trouve que ça donne une image et une philosophie de la médecine qui est plus ouverte aussi et qui a peut-être un peu moins l'impression d'être les dieux vivants et la maîtrise parfaite de la mécanique du corps parce qu'en fait, je pense que ça nous dépasse tous, hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure, le corps, c'est quand même un être absolument incroyable dont à mon avis, on maîtrise que 1%. Et donc, il faut être un peu humble face à ça et peut-être accepter d'aller découvrir d'autres possibilités de d'autres, pratique. choses et puis il y a, C'est ce qui des se beaux défis, hein, entre explorateur, apnéiste, je trouve ça magique, et acupuncture, génial, génial. Écoute, j'ai 3 défis, merci, hein, du coup j'en ai 3 pour le prix d'un, merci. J'adore, vous vous amusez toujours à me faire des listings de pas croyables, mais ça me va très bien. Écoute Marion, mille merci, vraiment, de m'avoir consacré tout ce temps. merci à toi. Ouais, c'était très très chouette, enfin, de pouvoir se parler. Je te remercie, je te souhaite une poursuite de belles installations à Mont-de-Marsan surtout. Merci beaucoup et puis je te souhaite une très belle fin de journée et puis je te dis à très vite. Merci à toi. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant passionné que moi. Alors pour rentrer en contact avec Marion, rien de plus simple. Rendez-vous sur son profil LinkedIn, Marion Jost. Jost, ça s'écrit J-O-S-T. Si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité à ce super métier, n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast et puis surtout, faites du bruit s'il vous plaît. Parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, parlez-en à votre voisin journaliste. Enfin, tout le bruit que vous ferez sera hyper utile et très apprécié. Bref, s'il vous plaît, aidez-nous à faire voyager le podcast. Le bouche à oreille, dans le monde du podcast, c'est ce qui fonctionne le mieux. À dimanche prochain pour la découverte d'un nouveau métier. Et d'ici là, moi je vous souhaite une très très belle semaine à tous.